Certaines histoires n'ont jamais été prouvées. Pourtant, elles traversent le temps. Maisons hantées, créatures inconnues, mythes anciens et phénomènes inexpliqués. Ici, on ne cherche pas à prouver, on cherche à comprendre. Bienvenue dans Au-delà des preuves. Bonjour à tous. Quand on évoque Djerba, les images qui nous viennent immédiatement en tête sont les hôtels de luxe, les plages de sable fin et le soleil de la Méditerranée. C'est la face lumineuse de l'île. Mais s'il existe une face cachée, si vous quittez le bord de mer pour vous enfoncer à l'intérieur des terres, loin des regards des touristes, l'atmosphère change radicalement. Il y a là-bas une immense maison, entourée d'un vaste terrain vague, abandonné depuis des années. C'est un lieu célèbre pour son apparence effrayante, où l'on dit que des ombres étranges circulent la nuit. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé entre ces murs, nous avons décidé de ne pas nous fier aux simples rumeurs. Nous avons invité quelqu'un qui a grandi dans l'ombre de cette légende. Il est originaire de Djerba, il connaît le secret de l'île mieux que personne. Fatah est avec nous aujourd'hui et il va nous raconter l'histoire de la maison hantée de Djerba. Si vous allez à Djerba aujourd'hui, à l'intérieur des terres, loin des zones touristiques, vous trouverez une grande maison entourée d'un vaste terrain vide. Cette demeure est célèbre pour son apparence effrayante, les bruits nocturnes et les ombres étranges que les passants aperçoivent. Mais pour comprendre pourquoi ce lieu est maudit, il faut remonter le temps, à l'époque où ce terrain appartenait encore à une simple famille. C'était une famille composée d'un père agriculteur, de sa femme, d'une fille et d'un fils. La terre était fertile. C'était une grande ferme qui constituait leur unique source de revenus. Mais tout a basculé le jour où un étranger, venu d'une autre ville, a voulu acheter le terrain. Le fermier a refusé, expliquant que c'était là que vivait sa famille et qu'il ne pouvait pas vivre ailleurs en tant qu'étranger. L'homme a insisté, proposant de louer ou d'acheter une partie, ce qui a semblé insensé et suspect au fermier. Il avait raison de se méfier. Cet homme était en réalité un sorcier célèbre, un expert en magie noire. Il ne voulait pas cultiver la terre, mais était persuadé qu'un trésor gardé par des esprits était enfoui là-dessous. Il voulait le terrain pour pratiquer des rituels et des offrandes afin d'extraire ce trésor avec l'aide de démons. Face au refus du fermier, le sorcier a utilisé la magie. Il a brûlé la terre. Les champs ont pris feu, les récoltes ont été détruites et le sol est devenu impropre à l'agriculture. Voyant que le fermier résistait encore, le sorcier s'est attaqué à sa famille. Il a semé le trouble dans leurs esprits. Le fermier a retrouvé sa femme et sa fille dans un état de terreur, figées, a fixé le plafond. Elles ont dû être hospitalisées pour un traumatisme grave. Pendant que sa femme et sa fille étaient hospitalisées, le fermier est rentré seul. Mais une nuit, alors que les chiens aboyaient, le fermier est sorti et a découvert l'horreur. Son fils avait été abattu. Brisé par le deuil, les phénomènes étranges et les incendies soudains de la maison, le fermier a fini par vendre au sorcier à bas prix avant de s'enfuir. Le sorcier, désormais propriétaire, a construit l'immense maison que l'on voit aujourd'hui pour en faire sa base. Il s'est armé d'encens pour attirer les démons et d'une arme. Mais pour obtenir le trésor, les gardiens réclamaient un sacrifice. Le sorcier a fait venir sa nièce. Une orpheline de seulement 15 ans. Il l'a habillée d'une robe blanche et l'a offerte en sacrifice au diable. Il a invoqué un clan de serviteurs démoniaques très puissants, très connu chez les pratiquants de sorcellerie. Mais le rituel a mal tourné. Il n'a pas réussi à contrôler ces entités. Il est rentré dans la maison, les yeux bandés, a mis le feu à ses parchemins de sorts, et le feu s'est propagé, le brûlant vif. Le sorcier est mort, mais la malédiction, elle, est restée. Merci d'être resté avec nous. Nous venons de traverser l'histoire sanglante de cette maison, depuis le fermier jusqu'au sorcier brûlé vif. Mais l'histoire ne s'arrête jamais vraiment à la mort d'un homme, n'est-ce pas? Pour comprendre ce que ce lieu est devenu aujourd'hui, et pourquoi il continue de terrifier l'île de Djerba, je me tourne maintenant vers mon invité. Fatah, bonjour. Fatah, tu es un témoin privilégié. Avant qu'on parle des phénomènes paranormaux, j'aimerais que tu te présentes un peu plus. Est-ce que tu es un enfant du pays? Ouais, absolument. Je suis né à Djerba, j'ai grandi, j'y retourne très souvent dans l'année. Djerba, c'est une île où tout le monde se connaît un peu. On partage la beauté des paysages, les plages, mais aussi nos légendes. Et cette maison, c'est un peu l'ombre de notre île, on va dire. Elle est située à l'intérieur des terres et c'est une grande demeure avec un vaste espace vide autour. Depuis que je suis gamin, elle a toujours été là, dans cet état d'abandon. Justement, parlons de ta jeunesse. Quand tu étais enfant ou adolescent, comment percevez-vous cette maison et tes amis? Est-ce que c'était un terrain de jeu? Ah non, surtout pas. C'était tout le contraire. C'était une zone interdite. Nos parents, ils ont toujours été très clairs là-dessus. Ils nous disaient ne vous approchez jamais de la grande maison. On sentait une peur réelle, même chez les adultes. On passait parfois devant en vélo ou en voiture avec la famille
Et le silence direct, il se faisait tout de suite. On savait qu'il s'était passé des choses horribles là-bas, que c'était la maison du sorcier, de la magie noire. C'était comme la maison hantée, point final. On ne jouait pas avec ça. Mais après la mort du sorcier, il y a bien eu des tentatives pour réhabiter le lieu. Non, non. Pourtant, la maison, elle n'a pas été détruite. Ouais, elle est restée debout. Mais tu sais comment c'est, hein, le temps passe, certaines personnes pensent que c'est légende, c'est que des histoires de grand-mère. Il y a eu un homme d'affaires qui a eu sans doute du flair pour l'immobilier, moins pour le spirituel, on va dire, qui a racheté la maison récemment. Il voulait y habiter? Non, il voulait surtout faire de l'argent, ouais. Il a commencé à faire louer à des gens, il se disait sûrement qu'une grande maison comme ça, c'était du gâchis de la laisser vide peut-être. Mais il a vite compris son erreur. Mais qu'est-ce qui se passe avec les locataires? Bah, ça durait jamais, hein, c'était simple. C'était toujours systématique, les gens ils s'installaient normalement, mais le lendemain matin, directement terrifiés, ils repartaient. Ils restaient jamais plus d'une nuit, ça, en tout cas, c'était sûr. Et dès qu'ils étaient partis raconter tous la même chose, l'ambiance, dès que la nuit elle tombait, elle était bizarre, elle devenait obscure, elle changeait. Et ils entendaient tous des voix étranges dans les couloirs, des bruits inexplicables. Mais surtout, le pire, c'est les apparitions qu'on racontait. Et des apparitions, tu dis? Qu'est-ce qu'ils voyaient? Bah, on raconte qu'ils voyaient une silhouette très, très distincte, on va dire. C'était comme celle d'une jeune fille vêtue d'une robe blanche. Bah, la description que tu nous donnes de la silhouette, c'est troublant, c'est glaçant. Bah, parce qu'en fait, on raconte que la nièce du sorcier, elle a été sacrifiée dans une robe blanche. Oui, exactement. C'est comme si elle était toujours prisonnière des lieux, ou même si elle essayait de prévenir les nouveaux venus d'un risque. Mais il y a surtout une nouvelle histoire là, qui est arrivée à un couple, qui est encore plus paranormal, qui elle vraiment empêche tout le monde d'y dormir. Est-ce que tu pourrais prendre le temps de nous raconter plus ça en détail? Parce que c'est la partie qui a fait couler le plus d'encre quand même. Oui, bien sûr. Alors c'était un couple qui a loué la maison comme les autres. Ils sont arrivés, ils ont déballé leurs affaires, jusque-là tout normal. Hein. Le soir ils arrivent, ils décident d'aller se coucher, mais comme ils sont pas rassurés, je t'ai dit, hein, l'ambiance elle est un petit peu lourde. Du coup ils décident de bien fermer les portes, bien vérifier que les fenêtres également sont fermées, et puis ils décident d'aller s'endormir. Ouais, jusqu'à là, rien d'anormal. Ils sont à l'intérieur de la maison, ils ont verrouillé l'accès, ils sont en sécurité. Oui, bien sûr, jusqu'à là tout normal, mais c'est le réveil qui va choquer les esprits. Parce qu'une fois que le matin arrive et que le soleil se lève, le mari il ouvre les yeux, il s'attend à voir logiquement le plafond de sa chambre. Mais loin de là, il se trouve dehors, il voit la lumière du jour. Là, sa femme se réveille également, ils se retrouvent les deux allongés devant la maison. Attends, t'es en train de me dire qu'ils ont dormi à l'intérieur de la maison et qu'ils se sont réveillés à l'extérieur? Oui, ils étaient allongés par terre sur le sol, devant la maison. Lui et sa femme, ils se sont réveillés dehors alors qu'ils étaient endormis dedans. Mais c'est pas possible, ils avaient aucun souvenir d'être sortis. Non, absolument rien. Et le plus terrifiant, c'était surtout que la maison, elle était toujours fermée à clé. Ça veut dire que c'est vraiment un phénomène que les gens ici connaissent bien maintenant. Et la maison les a en quelque sorte recrachés. C'est comme si le lieu lui-même refusait d'avoir de la vie en son sein en fait. Elle prend les dormeurs et elle les dépose dehors. Comme pour dire vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ouais, en vrai, c'est fascinant. En gros, c'est une sorte de rejet pour la maison. Et donc, après ce genre d'événement, j'imagine que l'homme d'affaires, il a complètement abandonné le projet. Ah oui, hein, complètement. Le projet de location, il a été abandonné clairement. Plus personne ne voulait y mettre les pieds. Il n'avait plus de clients. Et aujourd'hui, en 2026, quel est le statut de cette maison? Elle appartient à qui maintenant, concrètement? Bah, aujourd'hui, la situation, elle est figée. Hein. La maison, maintenant, elle est devenue la propriété de l'État tunisien. Ah, ça y est, l'État, ils l'ont récupéré, c'est acté. Oui, hein. Sans doute que plus personne ne peut la vendre ou l'acheter. C'est une impasse juridique et immobilière, on va dire. Donc l'État, naturellement, a décidé de gérer le terrain, ou même plutôt le laisser à l'abandon. Hein. C'est une réelle coquille vide. C'est une coquille vide, taguée, délabrée. C'est un monument d'histoire malgré lui. Et le trésor, celui qui est à l'origine de tout le sang qui a coulé dans cette maison? Bah le trésor. Le sorcier, lui, croyait qu'il était gardé par les esprits. Mais bon, s'il existe, il est toujours là-dessous, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bon, crois-moi que de ce que je sais, personne à Djerba n'a l'intention d'aller creuser pour vérifier. On préfère largement laisser les gars tranquilles. Très bien, merci à toi Fatah d'avoir posé sur notre podcast Au-delà des preuves. Ce fut un super témoignage, on espère te voir très rapidement sur notre podcast. Et franchement, encore une fois, merci pour nous rappeler que certaines histoires, certains lieux ont des mémoires et pas des plus joyeuses. C'est moi qui te remercie Adem pour cet échange si passionnant sur cette histoire terrifiante. Vous aimez l'épisode? Soutenez le podcast Au-delà des preuves avec un like, un commentaire ou 5 étoiles. Et abonnez-vous pour découvrir les prochains récits. D'autres épisodes sont déjà disponibles. À bientôt!